Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de conclure avec nous cette première journée de la Cité de la Réussite. Grâce à vous, nous allons apporter la démonstration que sous la chapelle de la Sorbonne, le soleil ne se couche jamais. Le goût du risque relève-t-il de l'acquis ou de l'inné, ou bien des deux? C'est à cette question que nous devrons répondre durant ce débat. Et ce n'est peut-être pas un hasard si c'est avec 4 représentants du monde des affaires et de l'entreprise que nous avons choisi de le faire, même si l'entreprise n'a pas le monopole du risque et de son apprentissage. C'est probablement dans ce cadre qu'il est à la fois le plus recherché, mais aussi le plus contrôlé entre, pourrons-nous dire, créativité et conformisme. Nous aborderons le sujet sous toutes ses faces. Le goût du risque, tout d'abord. Pourquoi prendre des risques? Risque est une passion ou un besoin? Aventure personnelle ou collective? Trop de risques tue-t-il le risque? Le risque au risque de tout risquer, y compris sa vie ou de violer les lois? Ensuite,
l'économie du risque. Le risque est-il moteur de la croissance? Le risque est-il nécessairement libéral? La crise est-elle elle-même un risque ou une opportunité ou une chance? Peut-on anticiper ou couvrir ces risques? La hiérarchie étouffe-t-elle le risque? Ensuite, en troisième lieu, le risque en entreprise. Quel risque une entreprise prend-elle si elle ne prend pas de risque? Entreprendre est-il toujours un risque? Faut-il risquer pour grimper les échelons hiérarchiques? Un leader doit-il avoir le goût du risque? Le risque peut-il figurer au programme de la formation professionnelle? Enfin, ce n'est pas le plus simple, la peur du risque. Le risque fait-il toujours peur? Le risque zéro est-il un objectif utile? Le principe de précaution tue-t-il le risque? Un risque piloté est-il toujours un risque? Peut-on dompter sa peur du risque? Comment éviter les risques inutiles? Plus, bien sûr, et j'allais dire d'abord, toutes les questions que vous vous posez et que vous nous poserez. Alors, pour y répondre et pour débattre, j'appelle à me rejoindre Laurent Chouin, Camille Herry, Fabrice Larue et Henri Sebaoun. Alors, Laurent Chouin ici, Fabrice ici, Camille ici et Henri ici. Voilà. Bien, Laurent Chouin est Chief People and Communication Officer à Mazars. Camille Herry est avocat associé chez Auguste et Debouzy, avocat. Fabrice Larue est producteur de télévision, ou plus exactement de programmes de télévision, et pas seulement de télévision, président de Newen. Et Henri Sebaoun est président-directeur général de Carven. Alors, messieurs, comme vous le savez, le principe de la Cité de la Réussite, c'est le débat, et donc les questions. Donc, vous vous êtes engagés sur l'honneur à faire en sorte que la parole que je vais vous donner, vous allez nous la rendre assez rapidement. Néanmoins, c'est quand même important que nous puissions faire votre connaissance. Et donc, je vais vous donner successivement la parole en vous posant aux uns et aux autres une petite question. Et je vais commencer avec Henri Sebaoun, président-directeur général de Carven. Henri Sebaoun est l'homme qui a réveillé Carven en 2008 et renoué avec le succès dès la première collection. Alors, ce que je vais vous demander, tout simplement, c'est de nous raconter ce pari fou, ce risque invraisemblable. Bonsoir. Alors, risque, pour moi, ce n'était pas un risque, c'était un projet d'entreprise, puisque mon idée, c'était de redonner une activité de mode à la maison Carven que je connaissais pour avoir travaillé pendant une dizaine d'années en tant que licencié homme de cette marque. Après, l'idée était de trouver d'un point de vue stratégique et marketing un positionnement à cette marque. Et une fois avoir réfléchi à ce positionnement qui était pour moi la couture accessible avec beaucoup de créativité et l'accessibilité, j'ai cherché un directeur artistique qui pouvait accomplir créativement ce projet. Et j'ai accompagné ce projet pendant 18 mois pour pouvoir sortir cette première collection. Pendant cette période de 18 mois, on imagine ce que va être la fille Carven stylistiquement, on imagine la stratégie commerciale, la façon de prendre la parole sur ce marché, et à aucun moment on traduit ça par du risque. Je pense que l'idée du risque, j'ai essayé d'y réfléchir avant de venir vous voir ce soir, finalement c'est plutôt la façon d'appréhender toutes les informations qui sont nécessaires à analyser la direction dans laquelle on veut aller. Et cette surinformation m'amène à avoir des convictions, et ces convictions m'amènent à prendre des décisions. Et c'est les décisions que j'ai prises qui m'ont amené à créer cette première collection. Je pense qu'après coup, on peut réfléchir en termes de risque, en se disant, si on n'avait pas fait ceci, peut-être qu'il serait arrivé cela. On a eu de la chance dans ce projet, puisqu'on a commencé par une première collection qui a connu du succès. Et finalement, après, on analyse les résultats pour, de façon empirique, progresser saison après saison. D'une certaine manière, le risque, il faut en être inconscient. D'une certaine manière,
c'est pas de l'inconscience, disons que le risque fait partie des éléments qu'on doit prendre en considération, parce qu'on a une affaire qui est une affaire d'entreprise, donc il faut avoir les moyens de ne pas réussir, par exemple. Et donc, du coup, ça a un coût pour l'entreprise, donc on en a conscience, mais on n'y pense pas au quotidien. Et depuis 2008 et depuis la première collection, est-ce que toutes ont été des succès ou est-ce que de temps en temps, il y a eu des risques qui ont mal tourné? Alors, toutes les collections ont connu des succès, oui. Pas autant que les premières collections, puisqu'il y avait l'effet de nouveauté. Et en fait, le succès était lié aussi à un positionnement qui n'existait pas sur notre marché, puisqu'on a créé ce que nous appelé la couture accessible. Et dans ce marché-là, dans les écoles de commerce, jusqu'en 2008 ou 2009, on expliquait qu'il y avait ou le luxe ou le mass market. Donc on a redonné vie à un milieu de gamme. Et donc, du coup, effectivement, les premières collections ont été accueillies à la fois par les consommateurs et par la presse de façon dithyrambique. Après plusieurs collections, vous avez des gens qui continuent à être aficionados de la marque et de ses collections, d'autres qui regrettaient les premiers dessins. Donc après, il y a des gens qui sont partagés sur les présentations, mais de façon économique en tout cas, puisqu'on parle d'entreprise, oui, puisqu'on a une croissance à 2 chiffres depuis 2009. Alors, dans votre secteur, il y a 2 grandes fonctions essentielles. Il y a la direction de l'entreprise que vous assumez, et puis il y a le créateur. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'il aurait les mêmes réponses que vous par rapport à cette question du risque? Est-ce que vous pensez qu'il aurait affiché votre zénitude et, d'une certaine manière, votre philosophie assez sereine par rapport au risque? Non, parce qu'il n'a pas de préoccupation au quotidien économique. Il n'a pas la préoccupation de savoir si finalement l'idée qu'il a d'abord mis à plat sur un dessin, puis après sur une toile, puis après sur un produit aura le succès commercial, puisque l'idée c'est d'avoir un succès commercial. Sa préoccupation, en tout cas pour Guillaume, c'était de séduire avec une nouvelle fille. Et en fait, ça a été un succès, puisque cette nouvelle fille a séduit à la fois la presse professionnelle, mais en même temps les consommatrices. Très bien. Alors, je me tourne maintenant vers Fabrice Larue, comme je le disais, qui est président de Newen. Alors, vous étiez un homme de presse, et puis quand vous vous êtes mis à votre compte, vous êtes devenu un homme de télévision, un homme de l'image. Newen, c'est près de 1000 heures de nouveaux programmes par an, parmi lesquels le plus célèbre, Plus belle la vie. Alors, y a-t-il plus risqué qu'une fiction de télévision? Oui, plusieurs, comme nous on en fait. Maintenant, oui, ça devient un vrai risque, parce qu'il y a quelques années, quand nous commencions à produire, les diffusions étaient financées par les chaînes françaises et on prenait moins de risques. Depuis quelques années, maintenant, la concurrence est internationale et les diffuseurs ont des offres internationales de très grande qualité. Et aujourd'hui, on doit effectivement prendre des risques financiers de plus en plus importants. J'en veux pour preuve la dernière fiction que nous sommes en train de produire, qui s'appelle Versailles, 10 fois 52 minutes, tournée pour Canal, par une de nos sociétés qui s'appelle Capa. 30 millions d'euros de budget, un tiers fourni par la France, il faut aller chercher 2 tiers à l'international. On démarre pour la première fois des séries sans être financé. Donc comme aujourd'hui il n'y a plus de croissance ni conjoncturelle en France, ni structurelle dans notre métier, on doit effectivement se mettre de plus en plus en risque. Il faut trouver du financement international, et nous, notre métier de producteur prend tout son sens, puisque si le producteur, c'est la personne qui prend le risque financier, nous sommes des producteurs puisque nous prenons les risques financiers sur ces productions. Et sur quoi se mesure l'engagement justement des financiers? Parce que c'est une promesse, eux prennent le risque avec vous, parce que ceux qui achètent et qui payent la production, ils ne savent pas l'audience qu'elle recueillera. C'est-à-dire qu'ils l'achètent, ils nous font une commande. Ils ne nous la payent pas, il faut qu'on lui livre quand même. Donc pendant cette période où on recherche, on développe, on crée, on tourne, et on monte et on livre, nous finançons. Nous finançons sans être payés par le diffuseur. Après, le diffuseur, effectivement, lui prend le risque de nous acheter. Il paye 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, ça dépend de la contribution au financement. Du coup, il a des parts de coproduction. Et effectivement, lui, il prend un risque de le proposer à son public et de ne pas trouver l'audience. Et donc de ne pas trouver le financement en face. Est-ce que du coup, ça lui donne un vrai rôle à vos côtés dans l'orientation de la production?
Ah oui. Comment ça se passe concrètement? Aujourd'hui, non, nous avons des auteurs, des showrunners aussi, comme on appelle maintenant, des gens qui travaillent de l'écriture jusqu'à la production. Ils travaillent en étroite relation avec le patron de la fiction de Canal pour Versailles. Effectivement, nous proposons les sujets, les scénarios, les scènes, la Bible aux diffuseurs, qui l'acceptent ou qui ne l'acceptent pas, et qui orientent effectivement le choix artistique. Donc il y a une sorte de partage du risque. Ah oui, c'est certain. Aujourd'hui, il y a un vrai partage du risque. Il y a un partage de risque parce que lui s'engage à nous acheter un tiers. Nous, on prend le risque sur la différence. Alors, vous avez participé à d'autres entreprises, je ne l'ai pas mentionné en vous présentant, vous avez travaillé dans le luxe chez Bernard Arnault, mais cette notion, ce rapport, un tout petit peu, comme ça a été dit par Henri, entre la créativité et le risque, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un couple structurant de ce genre de métier? Enfin, je pense même que c'est indispensable. Moi, j'ai toujours pris le risque comme une opportunité plutôt qu'un enjeu. Mais la création, c'est un risque par lui-même. On a encore la chance aujourd'hui en France, on a des très bons créatifs. Ce que nous ne savons pas toujours faire, c'est le vendre, le valoriser. On a le savoir-faire, on n'a peut-être pas le faire savoir. Mais la créativité est une prise de risque. Mais c'est ce qui est formidable. Nous, on vous parle de nos succès avec Plus belle la vie, avec Braco, avec Versailles. C'est 3%, c'est la phase visible de l'iceberg. On a 97% d'échecs. Mais ceux-ci, on les valorise pas, on les passe en recherche et développement et on les déprécie. Donc on est dans un monde des médias et de la communication et on met en avant que nos succès. Les échecs, on les garde pour nous. Mais ça fait partie de la prise de risque. Très bien. Alors, Laurent Chohin, vous êtes dans les ressources humaines et la communication chez Mazars. Vous avez consacré absolument toute votre vie professionnelle aux ressources humaines, soit dans le monde de l'entreprise, les caisses d'épargne, BPCE, aujourd'hui Mazars, soit dans l'enseignement, notamment en direction des managers que vous avez formés par classe entière. Alors, est-ce que vous diriez que la prise de risque aujourd'hui et l'autonomie, qui va de pair, sont les deux changements les plus radicaux que l'on attend, que l'on demande, que l'on exige de la part des salariés des entreprises au cours des années récentes? Il y a une différence claire entre le discours et l'attente et la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'entreprise, à mon sens, promeut explicitement le risque, la prise de risque, mais en fait la punit implicitement. Et ça, pour moi, c'est vraiment les leçons d'une expérience, je dirais. Parce que toute ma vie, j'ai travaillé dans des environnements où la notion de prise de risque était toujours valorisée. Cela dit, à l'usage, j'ai eu souvent, en tant que DRH, à parfois même me séparer de collaborateurs. Ce n'était pas forcément ma décision, mais celle de l'entreprise, et justement parce que le risque n'avait pas payé. Donc il y a une chose qui me paraît très compliquée aujourd'hui, mais qui est la frontière qu'on doit réussir à franchir. C'est finalement d'être capable de... Et en écoutant Henri, ça me frappait beaucoup. Il faut être capable de récompenser l'échec brillant et de punir le succès médiocre. Et ça, il y a très peu d'organisations qui sont branchées comme ça. Alors, ça prend quelle forme? Vous voyez, par exemple, dans notre cas, si on prend Mazars, c'est d'une certaine manière presque une anomalie au sens où plein de raisons feraient qu'on ne devrait pas exister. Mais au bout de 70 ans, on est toujours là, et par contre, on est petit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en permanence, on est le challenger. Comme challenger, si vous voulez, il y a une loi, moi, qui me frappe beaucoup. C'est que, autant être un leader innovant, c'est compliqué. Aujourd'hui, je pense, Fabrice, alors ça n'a pas toujours été le cas, mais quand on devient leader d'un secteur, être un leader innovant, ça demande énormément de moyens. Alors qu'un leader conventionnel, voilà. Mais se réinventer en permanence alors qu'on est déjà leader, même d'ailleurs organisationnellement, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui sont prêts à porter ce genre de message. La facilité, c'est de rester où on en est. Par contre, être un challenger conventionnel, c'est très con. C'est-à-dire que, franchement, il n'y a pas plus bête que dire « je suis challenger et je vais rester dans les canons du marché ». Donc la vraie question, c'est où est-ce qu'on travaille? Moi, la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'ai travaillé que chez des challengers, c'est un choix perso. Et des challengers décentralisés, c'est-à-dire des gens qui, en plus, ont la pression de patrons forts, si vous voulez. Et c'est eux qui vous challengent. Donc moi, à cette question, je répondrais que, du point de vue de l'entreprise, la vraie frontière, c'est pas qu'il y a besoin de plus d'audace, c'est que déjà, il faut libérer un peu cette part d'audace, mais y compris dans nos façons, dans la réalité, non pas dans le discours, de ne pas punir ce qui est la prise d'initiative et de risque. Après, au niveau de l'humain, c'est peut-être un peu différent, de la personne, de l'individu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que
Tout le monde ici, alors à main levée, mais on ne voit pas la salle, donc c'est facile pour moi de dire à main levée. Ok, qui a un profil LinkedIn? Magnifique. Pas mal. Voilà. Imaginez il y a 10 ans, quand quelqu'un dans une de mes entreprises disait, quand on apprenait qu'il avait son CV chez un chasseur, mais c'était un renégat, vraiment, il fallait s'en séparer, c'était pas possible. Aujourd'hui, aujourd'hui, si on sépare des gens qui ont un profil sur LinkedIn, on n'est pas bien. Ce que je veux dire par là, c'est que LinkedIn, ça paraît un outil, beaucoup de gens vont dire c'est qu'un outil, c'est pas vrai, c'est une révolution absolue. Vous savez, la révolution que c'est que l'an dernier, à Vienne, Charles Andy, c'est un des derniers gourous vivants du management, un Irlandais, était interpellé par un jeune Ghanéen parce qu'il était en train de faire son discours classique sur l'employabilité. C'est-à-dire le fait que ce qui est important, c'est d'avoir un portefeuille d'activité. Eh bien, un jeune Ghanéen lui dit « l'employabilité, pour moi, c'est d'avoir un boulot ». Et il lui a dit « vous devriez bannir ce mot de votre vocabulaire parce que le travail, encore aujourd'hui, c'est « je t'embauche et je te dicte ce que tu dois faire ». Le travail demain, ce sera « je t'embauche pour ce que tu as choisi de faire ». Et cette transformation-là, elle est compliquée, parce qu'elle va nous obliger à abandonner nos réflexes de contrat à durée indéterminée, d'emploi salarié, de protection, de bulles. Et ça, à mon avis, c'est une frontière qui n'est pas choisie, mais qui est très difficile. Et qui est un autre rapport au risque. On y reviendra. Alors, avec vous, Camille, on est dans un tout autre univers, celui du droit, et ce qui vous concerne, le droit du contentieux et du droit pénal des affaires. Pour l'Institut Montaigne, vous avez dirigé 2 études, une sur la garde à vue, une sur la mise en examen. Alors, considérez-vous qu'aujourd'hui, la justice et la loi, au sens large, sont des entraves excessives à la prise de risque? Waouh. Conférence Bonsoir. du barreau. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. La question est orientée, mais je peux parfaitement comprendre qu'on décide de la poser comme ça. Il y a le réel et la perception, et les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. La France est un pays très régulé. Nous aimons la régulation en France. On construit des lois, des normes, et on les superpose et on les empile. Et nous-mêmes, nous avons du mal souvent à appréhender la réalité de la norme applicable, avant même de devoir appréhender l'interprétation de cette norme applicable à travers la jurisprudence qui elle-même consolide cette norme et en appelle d'autres. Donc, il y a plusieurs phénomènes. On a beaucoup de normes. Nous sommes un pays très régulé. Et puis nous avons multiplié nos régulateurs. Dans l'espèce de désert des Tartares que nous avions avant, il y avait une lumière au loin qui était le régulateur principal, le juge. Et puis nous avons créé d'autres régulateurs et nous leur avons donné des pouvoirs et des pouvoirs concurrents. Et ils viennent les uns les autres réclamer de plus en plus de pouvoirs. Et si aujourd'hui, par exemple, vous êtes un établissement bancaire coté et que vous prenez une décision stratégique qui, je ne sais pas moi, porte sur les données personnelles, ce même fait juridique, cette même action, cette même décision d'une entreprise peut être appréhendée par l'AMF, par l'autorité de contrôle prudentiel, par la CNIL, et le cas échéant, s'il y a une interprétation éventuellement un peu curieuse de cette décision, par le juge. Donc on est dans l'ère de l'interrégulation. Donc vous êtes tout le temps confronté à un regard extérieur, à travers un prisme particulier d'une décision que vous allez être amené à prendre. Donc il y a plus de règles, plus de régulateurs, et par ailleurs, il y a un phénomène aussi simplement mécanique qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la sociologie des décisions que nous prenons, la manière dont nous fabriquons la décision. Nous produisons de plus en plus d'informations. Cette information est intègre, cette information est traçable, cette information est tangible. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu l'époque où, lorsqu'on voulait prendre une décision et qu'on voulait envoyer un fax, on mettait plusieurs lettres dans une photocopieuse et puis on agrafait le récépissé de 10 envois qu'on avait pu faire. Donc l'acte d'écriture, la décision était ritualisée et elle prenait du temps. Aujourd'hui, on shoot des mails du matin au soir. L'acte de souveraineté dans une entreprise est devenu d'être mis en copie. Tout le monde réclame d'être mis en copie du matin au soir. Mets-moi en copie, tu ne m'as pas mis en copie, mets-moi en copie, pourquoi tu ne m'as pas mis en copie, etc. Tout le monde veut être mis en copie. Et donc, par définition, lorsqu'il y a une enquête, ce sont des choses toutes simples, les opportunités de saisir des informations, d'aller circonscrire de manière très précise les responsabilités des uns et des autres, sont plus nombreuses. Et parce que l'information est plus tangible, on viendra dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, avec cet effet déformant du rétroviseur, vous réclamez des explications
sur des décisions que vous avez prises il y a 5 ans, 7 ans, sur la base d'informations qui sont désormais tangibles. Est-ce Donc que ça forcément- inhibe les entreprises, cette situation, ou est-ce qu'elles s'assiedent dessus parce que de toute façon, elles sont bien obligées de continuer à courir? Elles doivent prendre des décisions, elles doivent prendre des risques. Ça fait partie de l'ADN d'une entreprise, d'une personne physique ou d'une personne morale. Hein. Ouais. Dès l'instant où on arrête de prendre des risques, on ne décide plus et les autres prennent les bonnes décisions à votre place. Et en plus, votre inertie fait en sorte que leurs décisions sont bonnes. Donc au par total, c'est une formidable affaire pour les conseils et les avocats, tout ça? Ce qui n'est pas bon pour l'économie et pour l'environnement dans lequel on évolue n'est pas terriblement bon pour nous. On préfère qu'il y ait quelque chose de vertueux. Mais toujours est-il qu'il y a effectivement aujourd'hui un phénomène de tension qui est créé par cet examen. Et puis par ailleurs, je voudrais juste, mais on aura l'occasion d'y revenir, puisque le thème c'est l'apprentissage. Oui. Comme j'en parle à travers la filière juridique que je connais par définition mieux, mais il y a un véritable problème d'apprentissage du risque et de l'erreur. Aujourd'hui, on demande à un étudiant de 18 ou 19 ans de savoir exactement ce qu'il veut faire, quand il va le faire et comment il va le faire. Et dès l'instant où il y a un léger déplacement de la force, de 1 ou 2 ans dans son parcours, il vous tend son CV en tremblant en disant « je suis désolé, j'ai un parcours atypique », alors qu'il a 25 ans, et qu'il va avoir 40 ans de vie professionnelle devant lui, et que peut-être sur ces 40 ans, il y en aura 2 au cours desquels il aura fait un peu autre chose. Mais il est tendu par ça. Et ça, c'est pas une bonne chose. La ville dressera. Et ça, c'est pas bien. La ville dressera. Merci à tous les 4. Évidemment, ce n'est pas un point final à notre discussion, mais promesse doit être tenue d'ouvrir le débat avec le panel et ensuite la salle et vous tous. Alors, je vais donner la parole à nos panélistes qui ont préparé ce débat avec un sens du travail et de la perfection formidable, étudiants de l'ESCP Europe, de l'Université Paris 1 et de l'ESCEM Tours Sup Internet. Qui ouvre l'intervention du panel? Je crois que c'est moi. Eh bien, alors c'est parfait. Vous vous levez, vous vous présentez et nous vous écoutons. Très bien. Alors, Benoît Ginis, étudiant à l'ESCP Europe. Je voudrais vous poser une question, monsieur Chouin. À vous entendre lors de votre première intervention, et vous aussi, monsieur Sebaoun, on a l'impression que la prise de risque n'est pas un fait valorisé, ou en tout cas fort, dans l'entreprise aujourd'hui. Alors, au lieu d'apprendre à prendre des risques, un tant soit peu que ce soit possible, ne faut-il pas plutôt, dans le monde de l'entreprise, apprendre à éviter de prendre des risques en s'informant, en rationalisant toutes les décisions et en prévoyant au maximum? Je suis quasiment sûr d'ailleurs que vous avez un cours de contrôle des risques alors que vous n'avez pas de cours de prise de risque. Et voilà. Non, mais moi, j'avais un peu le même sentiment que notre ami sur vos 2 premières interventions. Oui. Donc, je suis content qu'il pose cette question. Allez-y, allez, on vous entend. C'est-à-dire, moi j'ai peur, alors dans ce cas, de me mettre mal fait comprendre. Moi, je déplore ça. Je regrette ça. C'est-à-dire que dans la fonction RH, nous, on nous fait croire que c'est important, donc forcément, on se prend au jeu, et puis après, on fait des choses dans le sens qu'on croit être les bonnes. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, quand nous formons des dirigeants, moi j'ai passé ma vie à ça, on fait des MBA, on fait des choses comme ça, bien évidemment, c'est ce qu'on va mettre en avant, c'est ce qu'on va essayer, par exemple, de remettre des dimensions entrepreneuriales dans les grandes organisations. Encore une fois, je distingue 2 choses. C'est l'intention qu'on a et la réalité d'entreprise qui freine ça considérablement. Parce que justement, elle est beaucoup trop mécaniste. Elle est beaucoup plus orientée vers le contrôle et l'amenuisement du risque, sa minimisation absolue, que vers la prise de risque en tant que telle. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir en tête la difficulté d'abord soit d'être capable d'en faire un vrai système. Les petites entreprises le font naturellement, mais d'ailleurs, dès qu'elles croissent un peu, elles ont tendance à un peu freiner cette dimension-là. Et les grandes entreprises, elles essaient, alors ça s'appelle de l'intrapreneurship, des choses comme ça. Et il y a du jus de cerveau qui part dans tous les sens là-dessus, mais c'est très difficile, encore une fois, quand on va passer à l'acte, de le faire. Vous voyez ? Ça serait un des sujets dans lequel il y aurait une forme d'hypocrisie, j'ose le mot, peut-être pas volontaire, mais de facto. Évidemment, une schizophrénie. L'hypocrisie, le risque, plus on en parle, moins on en fait. Oui, et quand il y en a, il a... Mais est-ce que c'est un point de vue partagé? Moi, je vais demander à Fabrice d'abandonner peut-être 1 minute sa casquette du Newen, parce que c'est une boîte en plein développement, je suis sûr qu'elle a un rapport au risque très sain, mais il a été pendant des années un des dirigeants du groupe LVMH, groupe successful s'il en est encore aujourd'hui, même après que vous l'avez quitté. Est-ce qu'on considère... Est-ce qu'on peut considérer... Pas sûr que le cours soit pas monté, pas par mon départ. Est-ce que dans un groupe comme ça, où la créativité est au cœur de
toutes les activités. C'est le fil conducteur qui relie l'ensemble des activités d'un groupe comme LVMH. Est-ce que vous souscririez à ce que dit Laurent? C'est-à-dire, ouais, on dit prenez des risques, soyez créatifs, soyez autonomes, mouillez-vous, on ne punira jamais la prise de risque parce que c'est formidable, qu'elle peut nous emmener très loin, et puis dans la réalité, paf. Alors, vous avez raison et tort. Vous avez raison sur la création dans des groupes comme LVMH ou les grands groupes. La création est autorisée et l'erreur est autorisée dans la création. Pas dans le management, dans la prise de décision managériale sur des acquisitions. Parce que c'est un petit peu le problème. Dans des groupes comme ça, il y aura une prime à celui qui n'aura pas pris de risque plutôt que celui qui aura fait prendre un gros risque à l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça, moi, j'en suis sorti, parce qu'à un moment donné, je trouve que les gens ne savent pas s'ils sont bons par eux-mêmes ou s'ils sont bons portés par une marque ou portés par un groupe. Et l'ensemble du groupe fait que c'est plus facile de ne pas prendre une décision que de prendre un risque. Ils ne se feront pas disputer s'ils n'ont pas pris de décision, qu'ils se feront disputer s'ils ont mis l'entreprise en risque. Sur la création, non. Sur un certain nombre de décisions de gestion, d'arbitrage, stratégie, marketing, je trouve que parfois des groupes comme ça sont tellement portés que la personne, l'individualité, il a une responsabilité collégiale qui est mise en place et donc du coup ça nivelle vers le bas. En fait, vous aviez une âme d'entrepreneur, il fallait que vous soyez à votre compte. Moi, je me suis dit que pour réussir chez LVMH, il fallait en sortir. D'accord. Moi, je pense qu'il y a deux questions. Henri. Je pense qu'il y a deux questions dans la question de monsieur. La première, c'est la prise de risque et la gestion de la prise de risque pour une entreprise et l'apprentissage du risque individuellement. Pour les individus. C'est deux choses totalement différentes. Effectivement, plus une entreprise est grosse, plus elle va vouloir segmenter la prise de décision pour pouvoir la contrôler. Et donc, du coup, c'est vertueux. Et comme vient de le dire Fabrice, ça devient très compliqué. Plus on est gros et plus la prise de décision a des conséquences économiques importantes. Et donc, du coup, ils ne veulent pas la mettre trop en risque. En revanche, sur l'apprentissage, c'est totalement différent. Quand on est étudiant et qu'on apprend, quel que soit le métier, il y a un moment où on apprend la prise de décision. Et apprendre à prendre une décision, c'est apprendre à prendre un risque, puisqu'on a un parti pris. Et donc c'est dans cette prise de risque-là, en termes d'apprentissage, où on doit apprendre d'abord à s'informer. Puisque en fait, la prise de décision n'est le fruit que d'une information qui vous amène à une conviction. Et ça, effectivement, c'est de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand vous apprenez un métier, quel qu'il soit, au moment où vous rentrez en entreprise, même si vous êtes en stage en entreprise, on va vous demander de faire des choses qui vont vous amener à être observateur. Et cette observation va vous permettre de comprendre un mode de fonctionnement. Et c'est à l'issue de cette période d'apprentissage que vous êtes à même à distinguer ce qui va être votre prise de décision à un moment donné et votre source d'information. Allez, un deuxième étudiant ou une étudiante. Oui. C'était simplement pour juste finir sur ça et réagir. Finalement, on peut nous apprendre à prendre des décisions plutôt que prendre des risques. C'est la même chose. Pour vous, c'est la même chose? Chaque décision est un risque, c'est ça? À partir du moment où vous l'exposez, oui, c'est un risque. Alors, bon, moi j'avais des questions, mais je préfère que ce soit les étudiants qui les posent, parce que ça sera beaucoup plus intéressant. On vous écoute, monsieur. Bonsoir, monsieur. Donc, Edwin Véron, étudiant à l'école de Super Internet. Donc, j'aurais une question encore pour monsieur Chouin, s'il vous plaît. Votre société est spécialisée dans l'audit et le conseil. Est-ce que finalement, votre métier n'est pas d'empêcher vos clients de prendre des risques? Et sinon, peut-on parler de risques contrôlés? Alors, d'abord, juste une chose, on n'est pas là pour influer sur leurs décisions. Hein. La nature du métier de Mazars, c'est de garantir la sécurité d'une place financière, c'est-à-dire que ce que racontent des entreprises sur leur compte soit quelque chose qui permette à votre grand-mère d'investir de manière sécurisée dans des actions. On oublie ça souvent, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire du conseil, du moins dans une partie de notre métier, pour orienter la décision de nos clients et commencer à intervenir, c'est autre chose. Maintenant, juste un point important par rapport à ça, oui, bien sûr que c'est de faire ça, mais c'est d'aider à la prise de bonnes décisions. C'est-à-dire que parfois, nous-mêmes, par exemple, notre patron des risques est une personnalité tout à fait attachante et remarquable. Parce que c'est quelqu'un qui, en plus, dans un cabinet comme le nôtre, théoriquement, on recrute que des sceptiques. Hein, si vous candidatez chez nous, critère numéro 1, c'est ne croire en rien. C'est le principe de l'audit, ça commence comme ça. Puis après... Hein, sympathique. Voilà. Sauf qu'on essaie de faire un métier pas glamour avec des gens glamour. Donc s'il n'y a que ce critère-là, on ne va pas vous prendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir en tête qu'il y a deux façons. C'est la justice et la justesse. Et Camille en parlera mieux que moi. Vous pouvez vivre que par les normes, ou vous pouvez vivre dans la bonne application intelligente et préventive, par exemple, des normes.
Et donc, il y a un de nos associés qui est marrant parce que quand on lui dit c'est quoi l'audit, il nous dit c'est très simple, j'inquiète, je rassure, je facture. C'est-à-dire qu'en gros, mais en fait, le truc c'est quoi? C'est que on est dans l'ajustement. Vous voyez, faut surtout pas être dans l'esprit qu'on est des gendarmes. C'est pas ça du tout. Là où il y a aide à la décision, y compris parfois dans la prise de risque, c'est justement dans la capacité à dire, voilà, si vous faites ça, voilà le résultat potentiel. Mais nous, encore une fois, ce n'est pas de nous substituer à nos clients là-dessus, c'est de les accompagner dans cette prise de décision, mais c'est eux les entrepreneurs. Vous voyez, c'est le point essentiel. Il ne faut vraiment pas perdre ça de vue. Une question, et pour Laurent qui va garder le micro, et ensuite pour Camille. Est-ce que dans votre contact avec les entreprises, plutôt au niveau de leurs dirigeants, je suppose, vous pouvez définir des profils? Et des profils qui vont influencer la manière dont vous allez les conseiller. Vous allez vous trouver face à un hyper... Profil du dirigeant? Oui, les profils de votre client, de vos clients. Vous allez vous trouver devant un profil hyper conservateur, hyper prudent, et du coup, vous serez peut-être amené à essayer de le libérer probablement d'une partie de sa prudence ou ses inhibitions, parce que peut-être que ça le freine, ou à l'inverse, des casse-coups, et là, vous avez presque un devoir de conseil pour le... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des profils extraordinairement variés dans la population de vos clients et qui permettrait justement de définir des typologies? Ah oui, mes réponses très courtes, oui, totalement. La vraie question, c'est quel est votre degré d'intimité avec cette personne. Par exemple, quelqu'un de très conservateur, il ne va pas d'entrée de jeu accepter que vous le freiniez là-dedans. Donc en fait, notre métier, c'est d'être ce qu'on appelle en anglais des trusted advisors, c'est-à-dire en fait des conseillers de confiance. Ce qui fait que vous avez des gens, par exemple, qui mettent 10 ans à vous faire confiance. Alors, j'oublie la rotation de cabinet, mais disons, en supposant qu'on soit toujours avec eux au bout de 10 ans, là, alors, vous pouvez influer sur leur façon de se comporter. Un dernier point, peut-être, attention, le gros danger aujourd'hui, une erreur de perspective qu'on a tous, c'est de penser l'homme providentiel ou le leader individuel. Tous nos systèmes sont faits pour développer des leaders individuels. Moi, je crois que l'avenir, c'est le leadership partagé. Ouais. Les équipes. De s'adresser à des équipes. Camille, même question, vue de l'homme du droit, de la règle. En fait, je pense que c'est toujours très difficile de faire une distinction entre l'homme qui décide et puis l'entreprise qui l'entoure. En général, il y a une très forte interaction entre eux si l'équilibre est respecté. Ouais. Et il y a des cultures d'entreprise. Il y a des cultures d'entreprise. Notre métier consiste à appréhender la culture de cette entreprise pour pouvoir adapter notre conseil. Donc, il ne s'agit pas de faire violence, il s'agit de présenter un certain nombre d'options et de faire notre recommandation. Mais ensuite, il faut aussi savoir s'effacer, c'est son risque à lui aussi. Et donc, il faut être extrêmement humble par rapport à ça. Est-ce que vous diriez que sous un tas de facteurs, la mondialisation, la pression de la concurrence, la crise qui évidemment rend les choses encore plus difficiles dans le monde des affaires, il y a une tendance à prendre plus de risques ou au contraire à rentrer plus sous sa tente en ce moment dans les affaires? Non, malheureusement, le processus de décision est alourdi par un certain nombre de contraintes aujourd'hui qui sont importantes. Sur le plan de la stratégie des entreprises, par exemple, l'acquisition, le corporate est devenu une sorte de matière qui désormais doit demander d'abord des autorisations aux spécialistes de droit du travail. C'est comme ça. Le droit du travail, aujourd'hui, préempte un tout petit peu un certain nombre de questions en matière d'acquisition d'entreprise ou d'achat d'entreprise. Et par ailleurs, il y a un autre phénomène en France, puisque nous sommes dans une économie qui est très régulée par l'État aussi, où l'État est un interlocuteur régulier. Un certain nombre de décisions d'entreprise, qui sont normalement des décisions qui relèvent de l'autonomie des entreprises, doivent être prises en concertation avec l'interlocuteur public. Et il y a un certain nombre d'opérations qui aujourd'hui ne se font pas, se font moins, se font plus lentement, tout simplement parce qu'au niveau de Bercy, au niveau de l'État, au niveau des collectivités, eh bien, il y a une plus grande résistance. Donc il faut aussi ne pas oublier que le chef d'entreprise n'est malheureusement pas seul et qu'il y a un certain nombre de facteurs, et l'État est devenu un vrai stakeholder dans la décision d'entreprise. D'accord. Allez, qui prend la parole toujours au premier rang? On va en prendre une ou deux, et puis ensuite, on va vous tendre le micro. Mais... Ah, vous êtes aussi une étudiante? Formidable, je n'avais pas vu que vous étiez sur 2 rangs. Allez, on vous écoute. Bonsoir à tous, Enora, je suis de l'ESSEM Tours Poitiers. Donc moi, j'avais une question sur le terme de risque, en fait, en tant que tel. Dans une société où le risque est a priori négatif, ou est considéré comme un terme un peu négatif, ne faudrait-il pas d'abord apprendre à oser? D'accord. Et vous avez envie de poser cette question à qui? Prenez un risque. Ça s'adresse à tous. À tous? Ah oui, mais ils ne vont pas répondre à tous. Donc, allez, Fabrice, qui n'a pas pris la parole depuis un moment. Alors, vous avez raison. C'est qu'il faut... je crois que l'audace, c'est le talent d'aller vers les autres. C'est le talent d'aller vers l'inconnu, c'est le talent d'être iconoclaste, c'est le talent de sortir de ce schéma de pensée
Et il faut oser. Il faut oser. Je crois qu'on n'ose pas assez en France. Et je crois qu'il faut avoir des convictions et aller au bout des convictions. Je pense qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue. Et il faut apprendre à oser. C'est sûr que peut-être que l'éducation, et moi ça n'a pas été mon souci puisque je n'ai pas fait d'études, donc je n'ai pas appris des schémas, mais on a un système français où j'ai l'impression qu'on n'encourage pas le risque et la prise de risque. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène où on diminue le maximum de risques pour pouvoir être dans des schémas tracés. J'ai l'impression, effectivement, dans d'autres pays, je ne les citerai pas parce que je ne vais pas faire de publicité pour les autres pays, je voudrais que les jeunes restent en France, ou du moins entreprennent en France. On a aujourd'hui un Internet qui est un formidable outil qui nous permet de ne pas avoir de barrière à l'entrée, pas de barrière à la sortie, et qui vous donne une vision sur le monde entier, qui vous permet de voyager. Mais ça vous ouvre un phénomène de compétition internationale. Et donc, aujourd'hui, nous, en France, on n'avait pas appris, d'après moi, depuis quelques années, la notion de risque, et on va être obligé, dans cette conjoncture annuelle, de prendre des risques. Il faut apprendre à prendre des risques. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'être assis sur ses certitudes que de se mettre en danger pour casser les schémas, mais si vous ne prenez pas des risques, c'est le système qui prendra des décisions à votre place, et elle vous imposera des décisions plutôt que vous les appropriez. Donc je pense qu'il faut se mettre en danger et prendre des risques là-dessus. Camille veut rajouter quelque chose. Juste une chose. Il y a toujours un problème, effectivement, lorsqu'on analyse, qu'on discute d'un concept, le risque. C'est qu'on le met dans une fiole et qu'on l'isole. Et en plus, il y a un phénomène de physique quantique qui fait qu'on le déforme parce qu'on le bombarde de lumière, etc. On ne parle que de ça. Le risque, il faut parler de ses corollaires. Ça peut être le succès, ça peut être l'échec. Mais il faut aussi apprendre à parler et il faut apprendre l'échec. C'est-à-dire que l'échec n'est pas une fin, il n'est pas rédhibitoire, il n'est pas forcément déshonorant et on peut rebondir sur un échec. Le problème de notre formation, c'est qu'elle fait en sorte qu'une fois qu'on est arrivé à une situation d'échec, on pense qu'il n'y a plus rien derrière et que c'est le néant absolu et qu'on est condamné à quitter ce pays, à quitter son domaine professionnel pour faire autre chose et rebondir. Or, on peut parfaitement rebondir et il faut apprendre des échecs et il faut apprendre ce qui se passe lorsqu'on a échoué et qu'on peut rebondir. Ça fait aussi partie de l'analyse du risque. Et parfois, l'échec est Notre plus formateur que la premier orateur réussite. avait envie de réagir. Alors, allez-y. Après, on redonnera la parole à un de vos collègues. Mais Simplement pour continuer justement et rebondir sur la question de l'apprentissage. Pour vous, quelle est la meilleure éducation à la prise de risque? Quel parcours, quelles expériences faut-il pour, chez l'individu, créer justement cette notion de prise de risque? 45e minute, la question du débat était enfin posée. Peut-on apprendre le risque? Je prends celle-là. Allez. Et puis, alors, attends. Camille, il l'a posé à Camille vas-y. et ensuite Ouais, on mais vous j'ai donne pas la parole, Laurent. Moi, je regrette toujours qu'en France, beaucoup de phénomènes soient strictement verticaux. Notre éducation est top-down, en tout cas celle de ma filière. Des grands amphithéâtres magnifiques, et puis un professeur qui parle, les gens qui écoutent et ensuite qui sortent et qui essaient de mettre en application. Il y a très très peu d'horizontalité dans notre système éducatif. Il n'y a pas de mentorat, très peu. Et je crois que le plus bel apprentissage, c'est l'imitation. Il faut multiplier les opportunités d'imiter des personnes que l'on considère comme être des référents, etc. Apprendre de leurs victoires, apprendre de leurs erreurs. Et moi, s'il y a une chose que j'essaye d'enseigner à mes étudiants à l'école du barreau ou à Sciences Po ou ailleurs, les livres de droit sont une très bonne chose, mais les biographies des grands hommes sont des ouvrages Et l'histoire de absolument France, alors magnifiques. Et l'histoire de France, si on vous Passez suit. du temps avec les grands hommes. Et les vies de Passez saints, du pour temps ceux avec qui y les croient. grands hommes, les femmes de talent qui ont eu des visions, qui ont pris des décisions à un moment de leur vie, parce que c'est ça qui est le plus bel apprentissage pour moi. Laurent, question précise. Oui, et du coup, réponse précise, parce que je vais répondre à l'étudiant de l'ESCP. Moi, je passe ma vie à faire des audits aussi d'écoles, il se trouve. Je suis du côté Vatican maintenant, des business schools. Et pour être honnête, il y a 10 ans et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que toutes vos écoles, moi, je veux bien qu'on soit critique, mais il faut aussi savoir donner des coups de chapeau. Les écoles françaises, qui au passage, dans tous les classements internationaux, sont les plus représentées nationalement. On a en France une vraie culture des écoles de management, ce qui est assez surprenant. Eh bien, il faut être très clair. Il y a aujourd'hui, dans toutes ces écoles, une volonté absolue de libérer les initiatives des étudiants. Et c'est là qu'on apprend le mieux. J'avais tout à l'heure, sur une autre question, envie de répondre que ce qui tue dans la prise de risque, c'est d'apprendre par la méthode des cas. La méthode des cas, ça consiste à répéter des trucs dont on sait a posteriori pourquoi ou pas ça a marché.
Donc en fait, on regarde si les étudiants sont capables d'apprendre des trucs. Mais maintenant, de tenter des choses, de faire des incubateurs dans les écoles. Il y en a quasiment une dans chaque école aujourd'hui de management en France. Regardez le nombre d'étudiants qui d'ailleurs disent « moi je ne vais plus chez Procter & Gamble, L'Oréal ou Mazars, je vais démarrer ma boîte ». D'ailleurs, je l'ai même déjà démarré. On a même des étudiants aujourd'hui qui disent « j'étais pris à l'ESCP, mais j'y vais pas ». Enfin, pas l'ESCP, mais les autres écoles. Eh bien, franchement, c'est ça le truc. La vraie école de l'apprentissage, c'est de faire. Et les écoles le permettent. Vous souscrivez, peut-être vous quatre, et peut-être la salle, ce qui est une manière d'élargir notre débat, au jugement qui a été porté par notre avant-dernière étudiante, disant, dans notre société, je ne dis pas mot à mot, mais où le risque est finalement vu d'une manière assez critique, assez négative. C'est comme ça que vous aviez commencé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est dans une société qui est plus critique, plus méfiante vis-à-vis du risque qu'elle n'était il y a 10, 15 ou 20 ans? Qui pense qu'on est plus critique sur le risque aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans? Alors, attendez, un micro pour vous, monsieur. C'était une manière pour moi aussi de trouver un volontaire désigné. D'abord, chacun aura bien sûr sa réponse. Je pense que ça dépend des âges. Je suis assez d'accord que les choses ont bien évolué dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce et qu'il y a beaucoup plus de volonté, pourquoi pas même de sortir des écoles comme aux États-Unis où on fait une année et puis on crée son entreprise. Tant mieux. Je pense qu'il y a un énorme boulot encore entre 0 et 6 ans ou à l'école, entre 5 et 15 ans, où ma fille encore était traumatisée. La première fois qu'elle a écrit, elle a eu barré en rouge mal écrit. Alors que dans l'éducation anglo-saxonne, on va dire c'est pas mal, mais à forme mieux-tée, on donne quelque chose de précis, on ne sanctionne pas. Je pense qu'on est encore beaucoup trop dans la sanction et les gens ont peur de l'échec. Les adolescents ont encore peur de ça. Je pense qu'on n'est pas encore en train de libérer et qu'il y a un énorme boulot d'éducation, parents, professeurs. C'est pas que l'éducation nationale. Et là, à mon avis, on est encore assez moyen, on va dire. On parlait de biographie. Si vous avez l'occasion, lisez la biographie d'un homme extraordinaire qui s'appelle Albert Hirschman, qui est trop peu connu, qui était un Allemand qui s'est battu sur tous les fronts, contre le nazisme, partout. Fantastique. Un type, une vie d'engagement. Et puis après, il a inventé des modèles académiques assez géniaux. Il est mort il y a 3 ans. Albert Hirschman a dit un jour « Une idée qui n'est pas encourageante est une mauvaise idée ». Et ça, c'est exactement le point que vous soulignez. Et on n'a pas une culture en France d'encouragement de l'idée. Et de la même manière qu'il n'y a jamais une étude de marché qui a dit oui à une idée neuve non plus. Donc ça, c'est un peu le problème. Donc il faut être capable, effectivement, je suis d'accord avec vous, de valoriser ça. Fabrice acquiesce parce que lui, par définition, il est obligé de pondre des idées nouvelles à chaque fois. Moi, j'ai toujours été dans des métiers où il y avait de la création, de la croissance, de la consolidation. Et si nous, on n'est pas créatifs, si on ne se remet pas en question... Si on duplique, c'est plus possible. Ouais. Encore qu'en manière télévisuelle, on a l'impression que de temps en temps, il y a des idées qu'on nous resserre. Hein. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, c'est vrai on se connaît depuis 20 ans avec Fabrice, alors on a le droit de se taquiner un peu. On peut avoir des jokes entre nous. On a le droit de se taquiner un peu. Dans la production audiovisuelle aujourd'hui, c'est vrai que nous, dans notre groupe, on met la création en premier. Et c'est vrai que parfois, pour rassurer certains diffuseurs, c'est plus facile d'aller acheter des formats et de les reproduire en France. Pour nous, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas ce qu'on préfère. On préfère la création. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'aller convaincre avec une création auprès d'un diffuseur, parce que là, il va prendre un risque. Oui. Qu'avec un format qui a déjà marché dans plusieurs pays, qui a assuré une audience, et donc il prendra moins de risques, même que pour se justifier vis-à-vis de sa direction. Parce qu'il pourra dire, c'est un format qui a marché en Allemagne, qui a fait autant d'audience, et je ne prends pas de risque à le produire en France. Allez, monsieur, toujours étudiant, un micro pour monsieur, s'il vous plaît. Il arrive. Oui, là, je trompe mon monde, parce que je passe de la salle au premier rang, alors pour les hôtesses, c'est pas facile. Allez-y, monsieur. Juste une petite question. On vit dans un monde où vous êtes qui d'abord Lies Messatfa, étudiant à Paris 1. Ben voilà. Ici, dans ces murs. Vous êtes très bien. Vous êtes chez vous ici. Dans cela, on nous y amène rarement. Je ne sais pas pourquoi, mais. Profitez-en alors. Donc voilà, juste une question. On vit dans un monde où on a l'impression que l'information doit être su, connue, une multitude d'informations. On doit être en capacité de les analyser. L'émergence du big data, est-ce qu'elle n'est pas là justement pour entériner le risque et inciter justement à ne pas le prendre? Voilà. C'est intéressant. Henri? C'est une bonne question. Voilà. Je pense qu'en tout cas, ça sert à
à mieux s'informer et à pouvoir avoir plus d'informations pour analyser la direction dans laquelle vous allez. Et donc je pense qu'effectivement, ça amoindrit le risque par nature. Mais est-ce que votre directeur artistique, il conçoit ses collections avec les big data? Alors non, c'est pour ça que tout à l'heure je voulais rebondir. Voilà, en fait, il y a une grosse différence pour moi, entre le risque et le thème générique de cette journée qui est l'audace ou oser. C'est que dans la création, c'est culturel d'avoir de l'audace, puisque l'idée, quand on est dans la création, c'est d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Donc fatalement, c'est pas perçu comme du risque, c'est perçu par le fait que en permanence, on cherche à séduire un public. Alors nous, on est dans la mode, donc du coup, un segment qui va être la femme entre 20 et 40 ans, qui a une culture mode, avec un pouvoir d'achat, CSP+, par exemple. Et donc, du coup, on va avoir des créatifs qui vont d'abord imaginer des vêtements, et puis nous, on va analyser ce dessin pour savoir si ce vêtement est réalisable pour être vendu sur cette part de marché. Et après, c'est nous, les non-créatifs, qui validons le fait que le produit, il est en phase ou non. Avec son marché. Voilà. Alors que dans d'autres métiers, c'est vraiment l'information qui vous permet, l'information, Oui, le la savoir, connaissance client. et la connaissance qui vous permet... Le big data apporte un outil majeur à un métier vieux comme Hérode. Hein. Laurent, oui. Oui, et moi puis ensuite, juste on prend une ou deux questions. Voilà, hein. juste pour dire que je pense que le big data est moins le sujet pour la créativité et l'audace que ce qu'on appelle aujourd'hui la gamification. Je pense que ce qu'il faut commencer à observer dans le monde moderne de la digitalisation, c'est plutôt les effets très positifs et ce qu'il faut être capable d'apprendre des systèmes d'apprentissage par les jeux. Ça, je crois que c'est l'avenir, y compris dans des métiers comme l'audit. On est en train de réfléchir, de nous voir si, sur des populations très jeunes, on peut permettre d'apprendre ça. Donc la gamification, paradoxalement... Tout le monde est au courant de tout ça, big data, gamification. Si vous pensez que ce n'est pas clair, il faut demander à nos amis de le préciser. Hein. Mais ça, c'est l'enjeu de l'avenir, plus que le big data, à mon sens. Monsieur, juste devant la caméra. Merci. Dominique Deloge, je suis coach et auteur en management. Je voudrais revenir sur justement le terme management que vous avez utilisé tout à l'heure. Oui. Et dire justement par rapport au fait d'apprendre à prendre des risques, est-ce qu'il n'y a pas justement un clivage dans les entreprises, surtout les grandes entreprises? Et ce dont vous parlez là, c'est la prise de risque pour des dirigeants par rapport à leurs contraintes internationales, financières, marché, mais que finalement on est au moins dans les entreprises moyennes ou importantes, dont au contraire la soumission au fait de permettre à la direction générale de prendre des risques, et que derrière, quelle est la responsabilité effectivement de ces dirigeants d'entreprise qui font prendre des risques à leur encadrement intermédiaire, voire aux salariés. Et là, il faudrait peut-être justement apprendre à subir le risque des autres. Quelle est votre opinion? Oh là, je ne suis pas sûr d'avoir absolument tout compris. Non, mais attendez. Vous considérez qu'aujourd'hui, les risques sont pris au sommet et que le sommet, en gros, se moque un tout petit peu de ce qui va suivre derrière et la manière dont ça va descendre dans le corps social de l'entreprise. Monsieur Chouin le disait tout à l'heure, il parlait de leadership partagé, sauf que la réalité des entreprises... C'est qu'il n'est pas partagé. Elle n'est pas partagée du tout. Elle est au contraire, on va fabriquer de la précarité et on va fabriquer au contraire, effectivement, une soumission aux injonctions de la direction. D'accord. Vous partagez ce point de vue les uns les autres, ou est-ce que dans la salle, il y a des points de vue qui veulent s'exprimer? Parce que c'est assez sharp hein, comme critique. Si tu Fabrice, si vous voulez, je vais répondre. D'abord, je vais répondre sur deux choses. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'audace. Et je trouve, comme le disait tout à l'heure Henri, l'audace, c'est pas pareil quand on est dans la création qu'on est dans le management. L'audace est indispensable quand on est dans la création. Dans le management, on doit valider cette audace. Et donc, on doit la confirmer. Et l'information, le savoir et le pouvoir. Deuxièmement, pour répondre à votre question, monsieur, je pense que c'est vrai dans les grands groupes. Mais plus on est dans des petites entreprises,
plus d'abord il y a des décisions collégiales, et plus directement le patron ou le cadre peut mesurer directement l'effet sur ses résultats ou pas. Dans les grands groupes, effectivement, il y a une structure qui vous encadre, dans laquelle la responsabilité est collégiale, donc elle est tirée vers le bas, et donc il n'y a pas toujours une relation directe entre ces résultats et les récompenses de ces résultats. Dans les peut-être moyennes entreprises, c'est directement lié à vos résultats et à votre efficacité. Fabrice, peut-être avec le petit bémol, qui est l'exemple dans lequel je vis aujourd'hui, si vous êtes en partnership, c'est-à-dire par exemple Mazars, c'est 800 partenaires dans le monde, je veux dire, c'est eux qui prennent les risques, c'est complètement leadership partagé. Vous voyez, plus oui, mais que le patron. C'est 800 petites entreprises, c'est 800 personnes qui ont non, leur responsabilité. Non, on est un groupe intégré, c'est-à-dire qu'on mutualise l'intégralité de nos résultats. Ça veut dire que le risque est complètement diffusé. Non, mais ce qu'exprimait peut-être monsieur, mais enfin, je n'ai pas à m'exprimer à sa place, c'est quand même la position compliquée dans laquelle se trouvent aujourd'hui dans les entreprises, et notamment, Fabrice a raison, dans les grands groupes, l'échelon des managers dits intermédiaires, mot horrible d'ailleurs, qui ne sont ni au sommet, donc très peu associés aux décisions importantes, ni à la base où il leur suffirait, même si ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe, de l'exécuter, mais en tout cas dans une position de les transmettre sans avoir été associés à la prise de décision. C'est peut-être ça que vous vouliez aussi exprimer Concept comme idée. de prolétariat managérial. Oui, alors peut-être pas jusque-là, mais Henri, un mot, et ensuite il y a monsieur qui lève la main. Alors il y en a un là, Henri, un mot, et puis ensuite on continue. Oui, hein. par Il rapport nous à reste ce que une disait- demi-heure, donc il faut en profiter. Par rapport à ce que disait monsieur, je rebondis par rapport à tout à l'heure, c'est quand on est dans l'entreprise, plus l'entreprise est grosse et plus elle segmente la prise de décision. Donc effectivement, en haut de la pyramide, il va y avoir une prise de décision qui va être stratégique pour l'entreprise, et puis de façon hiérarchique, il y a l'opérationnel qui doit prendre la main. Dans le rendez-vous d'aujourd'hui, la prise de risque, elle était plutôt individuelle, c'est-à-dire savoir si on pouvait apprendre à prendre du risque, et après il y a une décision personnelle de savoir si on a envie d'intégrer un groupe énorme, où on sait qu'on a un diplôme, un métier, et on est engagé pour ça, et l'esprit d'initiative ne fait pas partie du cahier des charges. Et plus on rentre dans une entreprise qui va être de plus petite taille, plus on va demander à des gens d'être multitâches, ou en tout cas multi-opérationnels. Donc du coup, avoir des prises de décision qui sont importantes pour le fonctionnement de l'entreprise, parce que cette entreprise n'a pas les moyens de segmenter l'ensemble de l'activité, et du coup, cette prise de décision et cette prise de risque existent. Mais effectivement, plus vous rentrez dans des entreprises importantes, et plus vous êtes absorbé par le fonctionnement de l'entreprise. Vous introduisez une nouvelle notion, on avait déjà distingué à juste titre audace et risque, vous introduisez une deuxième distinction qui est entre risque et esprit d'initiative. Il y a quand même, reconnaissons-le, assez peu d'entreprises où aucun esprit d'initiative n'est valorisé. Dans une entreprise comme celle de Fabrice, je pense que l'esprit d'initiative, c'est super important. Oui, justement, mais toutes les entreprises quand même valorisent l'esprit d'initiative, en tout cas à un certain niveau de responsabilité. Ou alors, vraiment, le paysage est encore plus désolé que je ne le pensais. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Rudy Pignot et je travaille dans un secteur qui s'appelle l'économie solidaire. Et justement, ma question va être un peu orientée, parce que je me demande justement intrinsèquement en France, pourquoi on a peur de prendre du risque. Tout à l'heure, on parlait de l'horizontalité, on parle de turn-down, on parle d'élitisme, etc. Est-ce qu'on n'a pas peur justement de prendre du risque? Pourquoi on a peur de prendre du risque? Parce qu'on a peur de se retrouver par exemple à la rue ou au chômage. Est-ce que, de mon point de vue, la peur de prendre du risque, elle n'est pas liée à un manque de solidarité justement en France? On a besoin de recréer de la solidarité. Et pourquoi est-ce qu'en France, on aurait plus peur de prendre du risque que dans d'autres pays? Grande question, ça. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, le risque se paye plus cher en France que dans d'autres pays? La prise de risque. Qui veut répondre? Camille? Oui, je vais me répéter. C'est pas très intéressant que je me répète. Mais, alors, pour vous répéter pas. Non, mais c'est pas ça, c'est que je suis évidemment d'accord. Nous sommes tous sensibles à ce que vous dites et à la notion de la solidarité, mais avant d'arriver à la question de la solidarité, il y a la question de la valeur de l'échec. Or, en France, effectivement, avant même de parler de la solidarité et de l'aide qu'on va demander, quelqu'un qui s'est trompé est quelqu'un qui est un peu banni. Et ça pose il est banni socialement, il est banni dans l'entreprise, il ne va pas se retrouver à la rue, il n'aura pas besoin de faire appel au SAMU social, mais il est un peu banni. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est un vrai problème.
On nous demande d'être toujours dans quelque chose qui est absolument parfait, certain, certifié. Et c'est vrai que c'est difficile de rebondir. Donc, mais ça rejoint mais derrière, moi je trouve que ce qui est très aussi intéressant dans la question de monsieur, c'est que derrière sa question, il y a l'idée que la culture du risque est très liée à une culture globale d'une société. Est-ce qu'aujourd'hui, la société française est une société qui est organisée ou qui est culturellement orientée vers une valorisation du risque? Ou est-ce qu'au contraire, la société française est une société qui bannit ce risque? On a eu un grand débat en France, et il n'est d'ailleurs pas purgé, autour du principe de précaution. Oui. Est-ce que le principe de précaution est quelque chose qui, par construction, bannit le risque dans notre pays? C'est intéressant ce que tu dis, Gilles, parce que le principe de précaution est rentré dans la Constitution, vous le savez, et il est avant tout une sorte de déclaration solennelle de l'autorité publique autour des questions d'environnement et de santé. Mais il est devenu une sorte de référentiel institutionnel qui est censé, je dis bien est censé, avoir peut-être un tout petit peu faire un frein à l'innovation. Il y a une étude de la Fabrique de l'Industrie qui est dirigée par Louis Gallois, qui vient d'être publiée, qui explique que c'est beaucoup plus nuancé, qu'il y a des domaines dans lesquels nous sommes beaucoup plus innovants et beaucoup plus courageux que ne le sont d'autres pays. Certaines industries, certaines filières énergétiques sont beaucoup plus innovantes. Je pense qu'il y a un problème de haine de soi en France. On a un problème de haine de soi, nous sommes une société qui ne s'aime pas. Et alors que nous avons des ingénieurs extraordinaires. Des créateurs exceptionnels. Nous avons des créateurs extraordinaires, nous avons des artistes, mais des artistes industriels. Nous avons des ingénieurs fabuleux. Il suffit de discuter avec, il était là il y a 5 minutes, Marwan Laoud, il va vous parler de la fusée Ariane. Enfin, vous savez que la fusée Ariane emporte avec elle des technologies que les Américains ne savent pas maîtriser aujourd'hui. Vous savez quelle est l'épaisseur de la paroi de la fusée Ariane? Elle est de 2 mm. Cette fusée est construite sous pression, le gaz. Par une filiale de ADS, Astrium. 2 mm. Et ça, c'est une technologie que nous maîtrisons, nous sommes les seuls à maîtriser au monde. On sait faire des tas de trucs. Regardez notre industrie digitale. Regardez, le numérique va sauver la France. Le numérique, notre savoir-faire en matière numérique, que le monde entier nous envie, qu'on n'est peut-être pas capable de valoriser. L'industrie du start-up, qu'on n'est pas capable de valoriser peut-être fiscalement. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler. Mais en tout cas, l'idée, la prise de risque, l'initiative, elles sont là, elles sont partout, à chaque point de vue. Donc, ce que Camille nous dit, c'est que le plus grand risque, c'est l'amour. Alors, on continue. Oui, alors, on va vous donner la parole, le monsieur là, et ensuite au premier rang pour une de nos étudiantes panélistes. Bonsoir, je m'appelle Théophile Bégel. J'ai une question pour monsieur Larue et monsieur Sebaoun. D'accord. Je voulais savoir, en fait, vous semblez distinguer le management et la création d'un côté, enfin, brièvement, où dans la création, on a toute liberté de prendre des risques et il faudrait être plus les contrôler quand on est dans le management. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment se fait le mariage, justement, notamment dans une maison comme la vôtre. Vous avez parlé de Guillaume Henry tout à l'heure. Comment est-ce que la rencontre se fait entre un créateur et monsieur Larue? Vous avez travaillé pour Bernard Arnault, je ne sais pas dans quelle société. Mais même encore aujourd'hui, il a cette question entre les hommes qui vont produire. C'est le travail quotidien. Alors, Fabrice, vous commencez. Juste peut-être spécifiquement, dans le monde du luxe, quand ça repose sur une personne, par exemple, un créateur, Guillaume Henry, qui... Oui. Est-ce que ce n'est pas un énorme risque quand toute la substance d'une boîte repose sur un seul bonhomme? Et juste, est-ce qu'on se base sur des classements de jeunes créateurs? Ou est-ce qu'il y a vraiment un coup de cœur dans la direction générale? Allez, les deux valent dans leur métier respectif d'ailleurs, parce que les deux, Henri et ensuite Fabrice. Alors il y a deux questions, je vais d'abord répondre à la première. L'industrie de la mode, c'est une industrie. Donc la perception que vous avez, vous, de ce que peut être une collection et ce que va donner comme image au marché d'un défilé, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais ça ne concerne dans le modèle économique qu'un tiers du business. En fait, quand vous faites de la mode, vous êtes obligé de penser structurellement à des collections, et ces collections doivent correspondre à des produits en termes de fonction, c'est-à-dire que la cliente ou le client va venir consommer des produits pour tous les jours. Et ça représente la majeure partie du business dans le monde de la mode. Et la perception mode, c'est-à-dire le fruit d'un défilé, c'est l'image et l'instant du goût et de l'humeur de la saison. Et ce qui va
qui va être colporté par la presse et qui va donner envie aux consommatrices. Après, il y a le sujet du poids du directeur artistique. Le directeur artistique, il a 2 métiers. Son premier métier, c'est donc de créer, et donc c'est de créer dans un cadre. Donc, je ne veux pas parler de moi, mais si on prend des grandes maisons comme les maisons d'LVMH, par exemple, quand un directeur artistique arrive, il y a déjà des clientes Dior, il y a déjà des clientes Louis Vuitton, il y a déjà des clientes Saint-Laurent, et donc on ne peut pas faire la révolution en se disant maintenant la fille Saint-Laurent ou la fille Dior, elle va avoir 25 ans et elle va faire un 34 de pantalon. Donc il y a un moment où il y a l'imaginaire qui va être créé autour de cette thématique de show. Et puis après, il y a des gens qui travaillent avec ce directeur artistique et qui va respecter un plan de collection pour pouvoir être capable de répondre aux besoins du marché. Après, au deuxième métier du directeur artistique, c'est qu'il doit incarner la marque. Donc il incarne la création. Et c'est là où vous avez la chance ou vous n'avez pas la chance d'avoir un communicant. Il y a des directeurs artistiques qui savent s'exprimer en public, d'autres moins. Et puis après, c'est compensé structurellement. Quand le directeur artistique n'a pas vraiment beaucoup d'aisance en public, et il y a un bureau de presse et un directeur de communication qui va compenser et qui va travailler l'image de la marque. Mais est-ce que le directeur artistique est un actif tellement essentiel de l'entreprise de mode qu'il a les moyens d'imposer sa loi? Est-ce que vous êtes son vrai patron? Oui. Il l'est comme le buteur qui met les buts. Il l'est. Bien sûr que je suis son vrai patron. Nous voilà rassurés. Non, mais ce que veut dire Henri, c'est que il y a des, pour compléter ce que dit Henri, c'est qu'il y a des fonctions qu'on peut déléguer dès l'instant qu'on est dans une entreprise de médias ou de luxe. La création, c'est directement rattaché au patron parce que c'est trop important, c'est trop sensible. Mais moi, la création, je la vois aussi effectivement dans le produit, mais je les vois, elle peut être à tous les niveaux. Quand la création, elle peut être aussi dans des collaborateurs qui vous proposent un schéma commercial, un schéma, il peut être créatif, un schéma financier, un schéma fiscal, il peut être créatif. Moi, ce que je cherche, c'est de l'avoir. C'est sûr que la création aujourd'hui, dans notre métier, il faut avoir en même temps le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est-à-dire que l'alchimie, c'est que si vous mettez tout sur les créatifs, ils créent, mais parfois ça se vend pas. Et si vous mettez tout sur les gestionnaires, ils gèrent, mais ils ne créent pas. Donc notre métier, c'est continuellement d'arbitrer entre le cerveau droit et le cerveau gauche, c'est-à-dire entre la création et la gestion. C'est vrai que moi, 9 fois sur 10, j'arbitre pour la création, parce que la création, c'est ce qu'on va... Si vous interrogez les gens ce qu'ils veulent avoir à la télé, et vous faites la synthèse de ce qu'ils voudront avoir à la télé, ça ne marchera pas. Et vous devez anticiper ce que va être la mode, ce qu'ils vont vouloir porter, ce qu'ils vont vouloir voir à la télé. Donc il faut anticiper ce qu'ils vont vouloir voir. On est dans une proposition, on n'est pas dans une demande. On doit leur proposer. Donc la création, c'est très important. Mademoiselle, au premier rang. Bonsoir, Natacha Guilbeault, donc étudiante à Paris 1. Moi, j'ai une question. Donc, vous nous dites qu'effectivement, le système peut nous brider, etc., pour la prise de risque. Après, on voit de plus en plus l'émergence de start-up dans les incubateurs, où les élèves sortent de grandes écoles de commerce. Je pense qu'en école, on peut donner la confiance à entreprendre, etc., ce qui influence largement. Laurent a confirmé. Mais du coup, j'ai une question pour Monsieur Larue. Où effectivement, vous avez quand même rattrapé quelques affaires, ou même parfois dans une entreprise, vous avez dû prendre des risques. Est-ce que vous pensez aussi que la prise de risque peut être rattachée fortement à la personnalité d'un individu ou... Voilà. Est-ce que c'est forcément de l'apprentissage ou il y a une question de nature? D'ailleurs, moi je ne devrais pas dire ça, surtout pour vous qui êtes des étudiants ou pour mes enfants qui sont là. C'est de dire, moi j'ai eu la chance, je n'ai pas fait d'études. Voilà, quelque part c'est embêtant et ça m'a handicapé sur 2-3 endroits, notamment les langues. Mais l'avantage, c'est que ça ne m'a pas appris à apprendre. C'est-à-dire que je ne suis pas rentré avec des schémas et je n'ai pas appliqué des schémas qu'on m'avait inculqués. Donc à chaque fois, c'était la faculté de m'adapter à un nouveau métier, à poser des questions, passer pour un imbécile en posant des questions que les gens me disaient « mais comment, tu ne connais pas ?» Et puis la curiosité et oser. Donc moi, à chaque fois, quand j'ai pris dans la presse gratuite, dans la radio, dans la presse économique, où j'ai rencontré Gilles, dans le luxe, dans l'horlogerie et maintenant dans le visuel, à chaque fois, les gens que je rentrais dans les entreprises, ils me disaient « Monsieur Larue, vous n'y connaissez rien dans ce métier ». Et moi, je trouvais que c'était un avantage de rien y connaître. Parce que, en posant des questions, en interrogeant, en recoupant, en ayant du bon sens, ça me permettait de ne pas avoir un schéma à reproduire qu'on pouvait vous apprendre. Et c'est pour ça que je trouve que
Aujourd'hui, il faut augmenter dans les entreprises, dans les écoles, les contacts avec les entreprises, parce que je pense que la pratique est aussi importante que la théorie. Et c'est pour ça qu'il faut que vous rentriez dans le monde des entreprises rapidement, même en alternance, parce que je pense qu'on ne vous apprend pas à apprendre selon des schémas, mais selon le bon sens de ce que vous percevez. Il faut que vous ayez confiance en vous. Côté cours et côté jardin. Voilà. Donc le micro. Non mais après c'est chez vous. Voilà. On vous écoute là, madame, monsieur. Voilà. Bonsoir. Je suis Marwan. Monsieur. J'exerçais pendant quelques années un métier qui s'appelle gestionnaire de risque. Donc ma question, c'est comment communiquer sur les risques. Est-ce que la communication joue un rôle dans l'acceptation du risque? Merci. La communication joue un rôle sur l'acceptation du risque. C'est-à-dire, il y aurait une pédagogie du risque, c'est ça que vous voulez dire? Est-ce que le fait de communiquer plus sur le risque joue un rôle sur la prise de risque ou non? Mais dans quel domaine? Vous étiez dans la finance, c'est ça? Exactement. D'accord. D'accord. Oui, mais là, c'est parce qu'il y a la sanction des marchés financiers, ce qui fait qu'il faut apprendre à marketer son risque par rapport à la sanction boursière. Bon, ça, c'est plus compliqué. Effectivement, on a toujours plus facile à communiquer sur ses succès que sur ses échecs à l'extérieur, parce qu'il y a l'image qu'on projette de soi, qu'on projette de son groupe pour faire atterrir. Moi, en interne, j'essaie quand même, à chaque fois qu'on a eu un problème, d'en l'analyser pour essayer de le reproduire et mettre ça sur le budget formation. C'est sûr que dans des entreprises, notamment dans les finances, sanctionnées par les marchés financiers, communiquer les risques, ils prennent ça plutôt comme un échec que plutôt une expérience ou la capitalisation. Mais c'est dangereux, c'est pas bien, je trouve. Alors, il y a une question au deuxième rang. Ah non, il y en a eu une là, et ensuite, franchement, attendez, monsieur attend depuis un bon moment, donc j'aimerais bien qu'on lui... Non mais, allez-y madame, vous avez le micro entre les mains, mais ensuite, monsieur au deuxième rang. Il peut poser la question. Oui, mais enfin, nous on entendra, mais peut-être pas toute la salle. Allez-y madame. Donc, bonsoir, je m'appelle Pauline Hubert, je suis en seconde année de classe préparatoire économique. On voit ici que vous avez tous des profils très différents, et je voulais savoir si au final, il n'y avait pas, vous n'aviez pas tous quelques critères communs qui vous donnaient une certaine, entre guillemets, légitimité à prendre des risques. Est-ce qu'il y a des critères pour prendre des risques et qui donnent une légitimité? Est-ce qu'en fait, il y a une légitimité pour prendre des risques nécessaires? Est-ce que vous vous considérez tous les quatre comme des personnes ayant un rapport au risque assez courageux, assez audacieux, ou est-ce que vous auriez l'idée que peut-être que ce n'est pas forcément le cas? Au départ, le risque, c'est un besoin. Après, ça devient une envie, une passion, parce que ça nous provoque de l'adrénaline, parce que ça nous permet le dépassement de soi-même, parce que ça nous permet de se donner des challenges. Pour ma part, le risque était un besoin alimentaire, parce qu'il fallait bien manger, il fallait bien gagner sa vie, il fallait bien travailler. Et après, au fur et à mesure que vous voyez que vous prenez des risques et que ça fonctionne, vous y prenez effectivement une certaine forme de... Alors là, on a le profil, pour essayer de répondre à la question, du risque de l'entrepreneur, hein, pour résumer grossièrement. Ouais, Ensuite, Henri, est-ce que vous vous ressentez de la même famille, parce qu'avec un profil quand même et une activité relativement proche, ou est-ce que vous introduiriez une nuance? Oui, je comprends ce que dit Fabrice, mais pour moi, le risque, ce n'est qu'un paramètre du fonctionnement de la prise de décision. Et pour moi, c'est entreprendre qui m'amène à prendre des risques. Mais l'idée de départ, c'était l'idée d'entreprendre des projets et de les amener au bout. Et donc, du coup, rencontrer certaines difficultés ou certaines résistances et essayer de comprendre ces résistances et de prendre des décisions. Et donc, parfois, des risques. Laurent? Non, moi, mon moteur, ça a été la liberté. C'est-à-dire que je voulais pas que ma vie soit dépendante trop des décisions des autres. Et donc, la notion de risque, elle a été associée à ça, mais je n'ai jamais pris des risques pour les risques. En fait, j'en ai jamais fait un étendard. Par contre, c'est vrai que du coup, je me suis retrouvé dans des aventures entrepreneuriales. J'ai eu 15 ans de ma vie où j'avais entre 2 et 4 métiers, parce que je voulais garder cette autonomie de pouvoir dire « je pars ». Et pourtant, dans chaque entreprise où j'ai commencé, je pensais que c'était la dernière de ma vie. Mais j'ai dû moi-même, j'ai 2 caractéristiques bizarres pour un DRH, je n'ai jamais été viré, et ça c'est pas juste. Et deuxièmement, j'ai jamais été placé par un chasseur. Ça, oui, non, mais c'est pas fini. Mais, Fabrice avec son optimisme. Absolument. Oui, mais non, mais c'est pas grave, on rebondira. Mais, et 2, j'ai jamais été placé par un chasseur. Donc, ce luxe de pouvoir choisir ses employeurs fait la liberté. Je pense que c'était ça mon moteur à moi. Et Camille, votre rapport intime au risque, puisque c'était un petit peu la question que posait madame? Oui, je pense que c'est difficile d'esthétiser le risque dans nos parcours. Dans une esthétique du risque. Mais je rejoins ce que dit Henri. Ce qui nous anime, c'est... je sais pas, c'est très difficile de parler de soi.
Donc je le dis vraiment avec la plus grande modestie, mais c'est vrai que c'est entreprendre. C'est essayer de partager une énergie, c'est d'essayer de se projeter et de construire quelque chose. Nous sommes un cabinet d'avocats relativement jeune, nous fêtons nos 20 ans cette année. Il y a 2 créateurs, il y a 20 ans, avec 2 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes 130 avocats, ce qui est pour le marché parisien une évolution. Et nous nous inscrivons dans cette histoire. Donc nous, on veut tous les jours renouveler cette histoire. Et donc ça implique que dans un secteur qui est relativement conservateur, où nous avons des contraintes en matière de publicité, de démarche, etc., nous soyons un peu créatifs et que nous prenions des risques, que nous prenions des angles un tout petit peu différents. Donc nous sommes tous probablement un peu mus par une volonté d'entreprendre. Ouais. Et un des secteurs, un des aspects, une des polarités de cette volonté d'entreprendre, c'est d'accepter et de prendre des risques. Et ça, on l'accepte volontiers, je crois. Monsieur qui a été patient. Bon, j'ai oublié la question. Non, je plaisante. Je m'appelle Hervé Louis, je suis entrepreneur. Je voudrais poser une question à Monsieur Larue et Monsieur Sebaoun. Monsieur Larue, vous avez été employé, ensuite vous avez monté votre boîte, vous avez connu le succès. Monsieur Sebaoun, vous avez connu le succès depuis 1998. Je voudrais savoir si le succès a changé votre rapport avec l'audace. Est-ce que le succès embourgeoise? Dans mon cas, pas pour le moment. Sauf face la bourgeoisie et sur l'audace. Mais encore une fois, je pense que quand on travaille dans mon secteur, qui est le secteur de la mode, et qui doit être vraiment imaginé en permanence autour de la création, on est dans l'audace en permanence. Et si on prenait la décision, parce qu'on a une collection à succès, de reproduire cette collection à l'infini, parce qu'on a le sentiment qu'on tient le filon, par essence, on perdra notre positionnement, qui est un positionnement mode et créatif. On sera une entreprise de prêt-à-porter. Donc l'audace doit faire partie de l'ADN de nos entreprises créatives. Et je ne pense pas que le succès atténuera ça. D'abord, le succès, c'est toujours relatif, parce que, comme moi, l'objectif, c'est à chaque fois de déplacer les propres frontières que je m'étais fixé, donc je ne sais pas si ce que c'est le succès. Non, moi, je pense à la vertu de l'exemplarité. Et moi, j'essaie de me remettre en question, parce que si on veut que tous les collaborateurs se remettent en question et qu'ils voient que le patron ne se remet pas en question, je pense que vous sclérosez l'entreprise. Moi, justement, je pense que quand l'entreprise est bien positionnée, il faut la remettre en risque pour essayer de décider vous-même des virages que vous devez prendre pour pas que le système ou la société vous mène en risque. Le danger, effectivement, c'est l'embourgeoisement. Quand on commence à se dire qu'on a réussi, c'est qu'on a réussi à rien, parce que c'est de l'autosatisfaction. Et c'est pas bon du tout. Donc moi, je pense que le succès, pour moi, pour ma part, parce que c'est une question personnelle, d'abord, je ne sais pas ce que c'est que le succès, parce que je ne me suis pas encore fixé mes propres limites, et je vais essayer d'aller toujours plus loin et de les dépasser. Mais je peux me dépasser et faire dépasser les collaborateurs de ses propres limites que si moi, par mon exemplarité, j'essaie d'être le meilleur tous les matins. Parce que sinon, c'est l'entreprise qu'on sclérose. Monsieur ? Bonjour, je m'appelle Gilles Arpoutian, je suis entrepreneur dans les médias. On a abordé un aspect... Quel type de médias ? Le monde de l'intelligence, qui est un magazine de sciences cognitives. D'accord. Notamment et d'autres. Très bien, très bien. On a abordé l'aspect émergé de l'iceberg, je trouve, du risque, c'est-à-dire en fait les conséquences de la prise du risque et le fait de s'exposer en prenant des décisions. Monsieur Larue nous dit que pour lui, prendre des risques, ça a été un besoin. Et ça pose la question de savoir pourquoi on prend des risques, n'est-ce pas dans le but d'obtenir une récompense, d'obtenir un gain, un bénéfice, pas forcément numéraire d'ailleurs, qui peut être humain. Et finalement, l'audace, arriver à susciter de l'audace dans les entreprises, n'est-ce pas arriver à définir une récompense, un bénéfice? Le frein à l'audace, n'est-ce pas finalement le manque de définition de ce que peut être justement une récompense? Alors, c'est très intéressant ce que dit monsieur, parce que maintenant, on est à 10 minutes de la fin de ce débat, et à aucun moment, nous n'avons parlé d'argent. Or, dans le monde économique, quand même, la récompense du risque, c'est l'argent. Et donc, par rapport à la question de monsieur, qu'est-ce qui motive le risque? Est-ce que le risque est récompensé? Est-ce que l'audace est récompensée comme elle devrait l'être pour justement stimuler le risque? Fabrice, peut-être, et puis peut-être Laurent, et puis tout le monde. Je commence? Oui, allez-y.
Moi, je pense qu'il n'y a pas que l'argent. Je pense que dans le risque, il y a d'autres choses de la valorisation du travail bien fait, la reconnaissance de son entreprise, la reconnaissance vis-à-vis des autres. C'est une forme de gratification qui est autre chose qui permet de mesurer le bonheur d'avoir sorti une belle robe ou une belle production. Je pense que là, c'est autrement plus gratifiant que parfois l'argent. Mais par contre, si on parle de l'argent, je trouve qu'il y a un problème qui est franco-français et peut-être même de notre culture. C'est que parfois, quand le regard de la réussite est mesuré par l'argent, et en France, parfois, il y a un fond de sens judéo-chrétien où on vous dit que c'est culpabilisant d'avoir réussi. Vous allez dire bonjour, je m'appelle Fabrice Larue, j'ai gagné 1 million. En France, on dit comment il a fait. Vous allez aux États-Unis, on dit c'est super, tu peux m'expliquer. Je trouve qu'il y a un problème de valorisation de la réussite en France. Il y a de culpabilité, et c'est ça qu'il faut qu'on enlève, qu'on désinhibe, qu'il faut qu'on soit rassuré de réussir, qu'on le valorise. Parce que je pense que c'est comme ça, par l'exemplarité, qu'il y a des vertus, qu'on pourra valoriser les collaborateurs et les entreprises. Il faut qu'ils aient un phénomène de fierté d'appartenance à une entreprise. Et le fait de gagner de l'argent, qui est un moyen de mesurer ou pas si vous avez réussi, ce qui n'est pas le seul moyen, mais c'est pas aujourd'hui, il ne faut pas être dans la culpabilité là-dessus. Laurent ? Oui, ben franchement, je n'allais pas identifier ça avec l'argent, mais je ne vais pas me défiler, je vais répondre à la question du coup. Pour moi, c'est plutôt addictif le risque, c'est-à-dire que je crois que les gens qui prennent du risque, après, continuent d'en prendre, et c'est en fait ce que disait entre les lignes Fabrice tout à l'heure. Oui, là, on a un bon addict là, voilà, à droite, je crois. mais on est tous sur cet esprit-là. Non, je ne vais pas me défiler, mais du coup, je vais reprendre ma casquette d'avant. Les caisses d'épargne ont été créées en 1818, c'est-à-dire, en fait, après la Révolution et l'Empire. Pourquoi ? Parce qu'il fallait donner aux classes pauvres, pas moyennes, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la classe moyenne, mais ce n'était pas non plus les gueux. C'était les gens qui avaient un tout petit peu, les artisans, des gens qui travaillaient dur. Il fallait que par l'épargne, on leur fasse intellectuellement penser qu'il y a un avenir. C'est-à-dire le fait de dire, si je mets de l'argent quelque part, je thésaurise, c'est que je crois qu'il y a un avenir. Sinon, je ne thésaurise pas, je dépense, etc. Et ce n'est pas surprenant que la France soit le premier pays en thésaurisation par personne. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, hein, même s'il y a des mesures de... Donc en fait, c'est vrai qu'on vit dans un pays qui culturellement est probablement, même si c'était né en Allemagne, le pays de l'épargne dans le monde. Et l'épargne, par définition, les caisses d'épargne, c'était pas le risque. C'est une protection contre le risque. C'est-à-dire aussi une forme de dire, il y a une sorte de ménagement de l'avenir pour des gens. Donc, du coup... C'est vrai qu'en France, on n'a pas les mêmes systèmes de levier en termes de récompense du risque quand on gagne. À l'inverse aussi, je pense que la France n'est pas un pays qui joue à la roulette tellement avec l'argent en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des énormes leviers de rémunération du risque, mais à l'inverse aussi, la crise financière l'a montré, nos banques ont bien résisté, il y a des stress tests qui viennent d'être faits. La France est un pays qui est dans une norme prudente, je dirais. Je vais prendre puisque vous êtes dans la cognition, on est dans la phronésis, c'est-à-dire on est dans le risque calculé. Non, mais on est à la Sorbonne, on va se lâcher. Il est temps qu'on termine. Allez, 5 minutes. Ça veut dire quoi, ça ? Le risque calculé. D'accord. Vous retiendrez, hein, ça peut sortir dans une disserte. J'ai juste un point pour répondre, et peut-être pour faire un lien entre les deux dernières questions, c'est que l'argent est un facteur évidemment important. Hein. On veut acheter des jouets. La différence entre les hommes et les enfants, c'est le prix de leurs jouets. Hein. C'est important. Mais ce qui est très important, je pense aussi qu'il faut avoir à l'esprit, dans la diététique que constitue la prise de risque, l'entreprise, l'initiative, c'est que ça vous donne confiance en vous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Une fois qu'on a pris un risque, on a pu collectivement parvenir à un résultat, surmonter un certain nombre d'obstacles, on est plus à même d'appréhender des risques nouveaux. On y croit. On a réussi une fois et on peut peut-être réussir encore. En fait, le meilleur apprentissage, pour répondre à notre question, le meilleur apprentissage du risque, c'est sa pratique. Oui, c'est là. Ouais, c'est sa pratique. La confiance en soi. Ça, c'est quelque chose qui est un facteur. Et ça rejoint ce que disait monsieur sur l'éducation en France. Alors, je voudrais que les deux dernières questions qui nous restent soient posées par les étudiants du panel qui l'ont bien mérité. Et je crois qu'on en a un qui se profile et peut-être qu'il y en aura un deuxième. Et après, on rendra l'antenne, comme on dit. Monsieur. Oui, bonjour, monsieur Chouin. Je m'appelle Raphaël Young, je suis étudiant... Collez bien le micro à votre bouche et parlez un tout petit peu plus fort. Bonjour. Voilà, c'est super. Bonjour, je suis en deuxième année de classe préparatoire économie-gestion. Vous avez parlé de l'addiction à prendre des risques, mais justement, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que j'ai lu que dans les marchés financiers, et particulièrement étant donné que vous êtes trade, par exemple pour BPCE,
les traders et les personnes veulent tellement prendre des risques qu'on a vu que c'est gagner de l'argent agissait sur le même endroit que la cocaïne agit. Et donc finalement, je me demande si les gens ne voudront tellement prendre de risques ou gagner tellement d'argent que ça devient une addiction et ça devient totalement inconsidéré. Et qui vont à la faute, c'est ça que vous suggérez? C'est ça. C'est un sujet douloureux pour moi parce que j'étais dans le groupe Caisse d'Épargne en 2008, donc ça a coûté cher, y compris en termes de gouvernance et de gens que j'aimais bien. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, c'est ce qu'on pense, c'est ce que racontent des films, c'est ce que raconte le... Quand vous regardez les montants en jeu, quand vous regardez... Alors les montants pour l'entreprise étaient énormes, pour les gens, le gain était très faible. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un monde qui n'est pas maîtrisé. Ce que je veux dire par là, justement, c'est que la notion du contrôle du risque, vous voyez, nous, c'est les premières personnes que j'ai eu à licencier, c'était les patrons des risques. C'est-à-dire qu'avant même les traders, on a dû régler l'histoire parce qu'on s'est dit les risques n'ont pas joué leur rôle, c'est l'affaire Kerviel, ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ça, c'est qu'en réalité, c'est un monde très flou, c'est un monde inconnu, et c'est un monde qui a fait malheureusement, a pris ses leçons à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, du coup, des mécanismes ont été mis en place qui éviteraient ça. Le côté cocaïne, le côté un peu cinématographique de l'histoire, moi, l'ayant vécu de l'intérieur, c'est beaucoup moins esthétique que ça, pour reprendre le mot qu'utilisait Camille. La question là, c'est pas tellement d'apprendre à prendre des risques, c'est d'apprendre à les maîtriser, à les contrôler, à les piloter. Même c'était de les découvrir. À l'époque, les gens n'en avaient pas conscience. Oui. Et encore, c'est pas aux caisses d'épargne que l'affaire la plus spectaculaire a été découverte. Allez, la dernière question. Pour qui? Pour vous. Et ben voilà. Bonjour, Clara Koscielniak, étudiante à Sup Internet. Alors, vous parlez tout à l'heure, Monsieur Aeri, de la prise de risque qui va engendrer de nouvelles prises de risque, et vous parlez aussi du succès qui va engendrer ces prises de risque. Mais si on se concentre sur la valeur de l'échec qui a été mentionnée tout à l'heure, est-ce que vous pensez pas que... pensez-vous plutôt que les moments difficiles au sein d'une entreprise vont être de nature à inhiber les prises de risque ou au contraire être une bonne occasion quant aux prises de risque futures, une bonne occasion d'apprentissage? Voilà. Merci. Bonne question. Allez, Camille. On commence. C'est un moment clé de l'histoire d'une entreprise que d'affronter une crise. Et sa capacité à se reconsolider derrière, si elle a su gérer ça intelligemment, en affrontant le réel, en s'exprimant à l'égard de ses clients, en changeant ses process, en se réinventant quand c'est nécessaire, est une formidable opportunité. Il y a des histoires de crise qui ont été des histoires absolument déterminantes dans les succès futurs d'une entreprise. On ne peut pas leur souhaiter d'en avoir trop, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une science de la gestion de crise, et les plus grands entrepreneurs sont ceux qui sont capables de dire voilà, on s'est trompé, voilà ce qui s'est passé, osons affronter nos propres faiblesses, voyons où nous avons échoué et faisons un vrai retour d'apprentissage. Et je peux vous assurer que lorsque les crises passent, certaines entreprises en ont vécu des létales. Certaines entreprises auraient pu ne pas survivre à certaines des crises que récemment encore elles ont connues. Eh bien, elles ont rebondi, elles se sont organisées sans cynisme, et elles ont appris de leurs erreurs. Et il y a effectivement parfois un décalage entre les cultures plus latines ou les cultures plus anglo-saxonnes, où nous essayons parfois un tout petit peu de mettre la poussière sous le tapis, et on doit s'affronter avec nos régulateurs, là où parfois d'autres cultures d'entreprise sont différentes, elles prennent des décisions qui sont parfois des décisions difficiles en termes de ressources humaines, mais elles remettent en place un certain nombre de process, elles demandent de l'aide, et ça c'est quelque chose que nous ne savons pas toujours faire non plus. Mais bon, il faut tout ça pour dire qu'une crise peut être une formidable, c'est pas le terme, mais une occasion de se repenser. Très bien, merci à tous les quatre. Je crois sincèrement que ces applaudissements, vous pouvez vous les adresser à vous-même et particulièrement aux étudiants panélistes qui avaient bossé pour préparer cette réunion. Je ne suis pas sûr que nous ayons absolument répondu en détail à la question qui nous était posée.
nous dirions que c'était notre prise de risque. Bonne soirée et à demain. Merci Gilles.